Evelyne Vance ouvrit les yeux et sut instantanément que quelque chose avait changé. Le changement ne se situait pas dans sa chambre d'hôpital, une suite équipée du luxe qu'elle avait elle-même approuvé pour l'aile VIP de son empire de clinique. C'était dans l'air qu'elle respirait, lourd mais fugace, comme la brume au-dessus d'un marais caché. C'était dans les mouvements étouffés et prudents du personnel, qui agissait désormais plus vite, plus silencieusement et avec une étrange sympathie contenue. Mais surtout, c'était dans la façon dont le chef du personnel, le docteur Marcusset, parlait à Paul Garrett juste devant sa porte. Les propres connaissances médicales d'Evelyne, acquises en dirigeant son empire hospitalier, lui disaient qu'il ne restait aucun espoir. C'était ça, le changement. La façade de la possibilité médicale était finalement tombée. Bienvenue dans Betty S Stories. Je partage de nouvelles histoires de vie ici tous les jours, et j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez et aimiez ma vidéo. Revenons maintenant à mon histoire. Je suis sûr que vous allez l'adorer si vous continuez à écouter jusqu'à la fin. Elle ferma les paupières en une fente étroite, une vieille astuce de négociation commerciale qu'elle utilisait depuis des décennies lorsqu'elle voulait entendre ce qui se disait pendant que les autres la croyaient distraite ou inconsciente. Les sédatifs qu'il prétendait administrer engourdissaient son corps, mais pas son esprit, qui fonctionnait maintenant avec la clarté cristalline de quelque chose sur le point de se briser. Paul Garrett, dit le docteur, sa voix semblant fatiguée et prudente. C'était un excellent médecin, mais il voyait généralement Evelyne non pas comme une patiente, mais comme son propriétaire. Maintenant, il avait l'air humain, presque brisé. Je dois être honnête. L'état d'Evelyne est critique. L'insuffisance hépatique progresse malgré tout ce que nous avons essayé. Ses organes tombent en panne un par un. Nous faisons tout notre possible. Maximum 3 jours, peut-être moins. Je suis vraiment désolé. Silence. Un silence qui rugissait dans les oreilles d'Evelyne. C'était le silence d'une condamnation à mort, signée par la biologie de son propre corps, mais prononcée par une autre main. Evelyne sentit son cœur battre encore. 3 jours. Cela signifiait que les médecins admettaient enfin ce qu'elle ressentait depuis la semaine dernière, son corps était en train de lâcher. Pour un vieil empire massif d'hôpitaux privés, des propriétés commerciales au centre-ville d'Atlanta, des comptes bancaires, des actifs, une vie construite grâce à une discipline de fer, des nuits blanches et les dures leçons d'une première vie ratée, et maintenant, 3 jours. Elle pensa aux 20 dernières années. Le premier mariage s'est terminé. Il n'y avait pas d'enfant, juste l'entreprise. Elle a construit, elle s'est agrandie, elle a acquis. Tout ce qu'elle possédait, elle l'avait gagné elle-même, bien avant d'épouser Paul. Sa fortune était son bouclier, son armure. Mais à 46 ans, elle avait soudainement réalisé que la maison était vide et que la soirée semblait interminable. Paul Garrett était entré dans ce vide, un bel homme, de 10 ans son cadet, attentionné, charmant. Il travaillait comme administrateur dans l'un de ses hôpitaux. Lorsqu'il l'a invité à dîner pour la première fois, Evelyne se sentait comme une jeune fille. Il avait ravivé la lumière en elle. Elle avait tellement besoin de cette chaleur qu'elle n'avait pas voulu voir les ombres froides dans ses yeux. La porte s'ouvrit. Evelyne ne bougea pas. Paul entra. Elle sentit le parfum de son eau de Cologne coûteuse, celle qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire, un parfum qui sentait maintenant d'une douceur écœurante. Il s'assit sur le bord du lit et prit sa main. Ses doigts étaient chauds et bien manucurés. La respiration d'Evelyne devint superficielle. Elle sentit chaque muscle de son corps se tendre intérieurement, tandis qu'extérieurement elle simulait la relaxation parfaite d'une patiente sous sédatif. Il croyait qu'elle était inconsciente à cause des médicaments forts. Les infirmières le lui avaient dit ce matin. Ce qui s'est passé ensuite, Evelyne s'en souviendrait jusqu'à son dernier souffle. Paul serra sa paume, caressa son poignet avec son pouce et murmura presque tendrement, mais avec une dureté glaciale en dessous, enfin. J'ai attendu ça si longtemps. 3 ans d'attente. 3 ans de patience. Se réveiller chaque matin pour regarder ce visage froid et affairé, tenir cette main, toucher ce corps dont la seule valeur était l'argent qu'il contrôlait. Evelyne se tendit intérieurement, mais son corps ne la trahit pas. Elle resta là, une image impassible de calme, tandis qu'une tempête d'horreur et de rage faisait rage en elle. Votre maison, vos millions, continua Paul. Et il y avait un accent dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Ce n'était pas de l'amour, pas de l'attention, pas même un respect neutre. C'était du mépris et du triomphe pur et sans filtre. Tout m'appartient maintenant. 3 années entières. Pendant 3 ans, j'ai joué un rôle,
écoutant vos conférences morales sur les affaires et la responsabilité, souriant à vos amis, couché au lit avec vous. 3 ans de mépris, cachés derrière une eau de Cologne coûteuse et une attention achetée. Savez-vous à quel point je vous détestais, Evelyne? Votre arrogance, votre attitude de je sais tout? Vous pensiez m'avoir acheté, n'est-ce pas? Evelyne? Votre arrogance, votre attitude de je sais tout? Vous pensiez m'avoir acheté, n'est-ce pas? Un jeune et bel homme pour votre vie vide? Mais j'avais un bien meilleur plan. Paul rit doucement, insolé et grinçant. Il se pencha plus près, et Evelyne sentit la légère odeur d'alcool qu'il buvait souvent le matin, un signe de son vide intérieur. Et maintenant, c'est enfin fini. Il se leva, relâcha ses doigts. Presque impatient maintenant que le masque était tombé, il ajusta la couverture avec une fausse inquiétude, et sortit. Evelyne l'entendit parler à quelqu'un, probablement l'infirmière, dans le couloir, lui disant de prendre bien soin de sa femme, qu'il reviendrait bientôt. Sa voix sonnait compatissante et angoissait la performance parfaite jusqu'à la dernière seconde. Lorsque la porte se referma, Evelyne ouvrit les yeux. Le plafond était flou non pas à cause de la faiblesse, mais à cause d'une rage si chaude qu'elle parcourait son corps, car tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois s'était soudainement éclairci. La détérioration progressive de sa santé, d'abord une légère nausée, puis une faiblesse, des étourdissements. Les médecins ont mis cela sur le compte du stress et du surmenage. Elle l'avait pensé elle-même. Quelle stupidité d'avoir confiance en lui, l'homme qui s'était présenté comme un sauvetage de la solitude. Mais il y a 3 semaines, lorsque le prochain épisode s'est produit dans son bureau, ils l'ont emmené à la clinique. Ses numérations sanguines ont montré d'étranges anomalies. Evelyne, qui se méfiait même de ses propres médecins, envoya secrètement un échantillon de sang à un laboratoire extérieur dans une ville différente, Charlotte. Le résultat est arrivé il y a 5 jours, alors qu'elle était déjà allongée ici. L'analyse toxicologique a détecté des traces d'une substance qui n'aurait pas dû être là, un médicament rare utilisé en médecine palliative pour soulager la souffrance des personnes en phase terminale. À petite dose, il provoque de la somnolence. À forte dose, il entraîne une insuffisance hépatique et un arrêt ultérieur des organes. Evelyne n'avait pas voulu y croire à l'époque. Elle l'a rejeté comme une erreur de laboratoire et a demandé une répétition. La deuxième analyse l'a confirmé. Et maintenant, après les paroles de Paul, il n'y avait aucun doute. Elle était systématiquement empoisonnée depuis des mois. La prise de conscience fut un choc qui transforma sa rage en une détermination froide et calculée. Elle ne mourrait pas avant de lui avoir tout pris, tout ce pourquoi il l'avait assassinée. Evelyne essaya de s'asseoir, mais son corps n'obéissait pas. Ses mains tremblaient. Elle resta allongée là, fixant le plafond, essayant de formuler un plan. 3 jours. Si les médecins avaient raison, il lui restait 3 jours pour tout mettre en ordre. Elle connaissait Paul, savait qu'il était beau, charmant et intérieurement vide, mais elle pensait qu'une vie confortable lui suffirait. Quelle folie elle avait été. Il voulait plus. Il voulait tout, et il avait sous-estimé à quel point son esprit était vif, même si son corps était défaillant. Elle avait besoin d'une personne extérieure, quelqu'un d'invisible, quelqu'un qui n'avait aucun lien avec son ancienne vie. Evelyne tourna lentement la tête vers la porte. Quelqu'un manipulait un seau dans le couloir. Elle entendit de l'eau éclabousser, le grattement d'une serpillière. Elle appela doucement, « Jeune fille ». Sa voix était rauque et beaucoup plus faible qu'elle ne l'avait prévu. Le bruit s'arrêta. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit légèrement et une femme de ménage jeta un coup d'œil, une jeune femme noire, menue, avec des cheveux foncés attachés à l'arrière de sa tête. Son visage était simple, amical, sans maquillage. Evelyne l'avait déjà vue. Elle essuyait les sols dans le couloir, changeait le linge, vidait la chaise percée. Un travail dur et ingrat. Evelyne vit la fatigue au fond de ses yeux, mais aussi une force contenue. Cette jeune fille avait été poussée dans un coin par la vie. « Vous ne vous sentez pas bien ?» La jeune femme s'approcha, inquiète. Elle sentait légèrement le désinfectant et le tissu humide. « Je vais appeler l'infirmière immédiatement. » « Pas besoin. » Evelyne se força à parler clairement. « Quel est votre nom ?»« Chloé. »« Chloé Jefferson. »« Chloé, ferme la porte. J'ai besoin de votre aide. » La jeune fille était confuse. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais la sévérité dans le regard d'Evelyne la fit obéir. Elle ferma la porte. Elle s'approcha et regarda le visage d'Evelyne.
Êtes-vous? Est-ce que vous allez bien? Avez-vous besoin d'un médecin? Je suis pleinement consciente. Evelyn la regarda dans les yeux. Et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Ne dites à personne que je suis lucide. Ni à mon mari. Ni au médecin. Mais appelez mon avocat, Jason O'Connell. Son numéro est dans mon téléphone portable, dans la table de chevet. Dites-lui qu'Evelyn Vance lui demande de venir immédiatement. Affaire personnelle. Chloé secoua la tête, ses mains commençant à s'agiter. La peur de perdre son emploi était plus grande que sa curiosité. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas mon travail. S'il le découvre. Si vous faites tout ce que je dis. Evelyn s'arrêta pour reprendre des forces. L'effort de parler était énorme. Vous recevrez assez d'argent pour ne plus jamais travailler comme femme de ménage, ne plus jamais nettoyer des sols étranges ou vider des chaises percées. Je le pense. Je sais que vous avez des dettes, Chloé. Je sais que vous avez pris soin de votre mère jusqu'à son dernier souffle et que vous supportez les coûts de ses soins. Ce montant remboursera tout cela et plus encore. La jeune fille la regarda avec incrédulité, mais quelque chose étincela dans ses yeux, l'espoir, le désespoir. Evelyn vit que cette jeune fille s'accrochait à n'importe quelle paille. Chloé pensa au paiement mensuel de la maison de retraite de sa mère décédée qu'elle devait encore rembourser, au garde-manger vide de son petit appartement. Vous êtes sérieuse à ce sujet? Sa voix était à peine un murmure. Absolument. Mais nous avons peu de temps. Appelez O'Connell maintenant. Chloé se précipita vers la table de chevet et sortit le téléphone. C'était le dernier modèle, lourd et froid dans ses mains. Ses doigts tremblaient alors qu'elle faisait défiler les contacts. Elle trouva le nom et appuya sur appeler. Evelyn entendit de longues sonneries. Finalement, quelqu'un décrocha. Monsieur O'Connell, excusez-moi, j'appelle de l'hôpital. De la part d'Evelyn Vance. Elle vous demande de venir d'urgence. L'avocat demanda quelque chose. Chloé déglutit. Oui, elle. Elle est consciente. Elle dit que c'est une affaire très urgente et personnelle. Elle avait l'air de réciter un serment secret. Elle tendit le téléphone à Evelyn. Evelyn le prit, s'y accrochant à peine. Jason, c'est moi, dit-elle. Sa voix était ferme maintenant. Sa rage lui donna la force. J'ai besoin de rédiger un nouveau testament aujourd'hui. Venez immédiatement et amenez un notaire public avec vous, et pas un mot à personne. On m'assassine, Jason. C'est ma dernière chance d'assurer ma vengeance. O'Connell resta silencieux pendant une seconde à l'autre bout du fil. Puis il répondit brièvement, sa voix métallique. Je suis en route. Je serai là dans environ 1 heure. J'amènerai Tiffany et tout le nécessaire. Evelyn rendit le téléphone à Chloé. Merci. Maintenant, attendez ici et soyez silencieuse. Quand il arrivera, restez comme témoin. Comprenez-vous? Mais pourquoi moi? Pourquoi me faites-vous confiance? Chloé était dépassée par l'intimité soudaine et le poids de la situation. Evelyn sourit faiblement, une expression de plaisir froid sur son visage pâle. Parce que vous êtes une étrangère. Vous ne faites pas partie de mon cercle. Mon mari ne peut pas vous acheter ou vous intimider. Vous ne l'intéressez pas. Vous n'avez pas de loyauté qu'il peut briser. Et j'ai besoin de vous exactement comme vous êtes, pure, désespérée, prête. Chloé s'enfonça dans la chaise près du mur, horrifiée par ce qui se passait. La réalisation qu'elle tenait la vie d'une femme riche entre ses mains était bouleversante. Evelyn ferma les yeux et rassembla ses forces. 1 heure. Elle devait tenir bon. À l'intérieur, elle répéta les paroles haineuses de Paul. Ces mots étaient son carburant. Le temps passa atrocement lentement. Le crépuscule s'installait à l'extérieur. La journée d'octobre se terminait tôt. La lumière de l'hôpital brillait froide et implacable. Chloé resta assise en silence, jetant de temps en temps un coup d'œil à Evelyn. Elle ne voyait plus Evelyn comme son patron, mais comme une énigme mourante qui lui ouvrait la porte à une nouvelle vie. Exactement à l'heure, la porte s'ouvrit et Jason O'Connell entra, un homme en forme de 54 ans en costume dont les yeux trahissaient la vivacité d'un avocat expérimenté. Il avait été le roc d'Evelyn, et son expression était maintenant sérieuse, presque sombre. Il était suivi de son assistante, Tiffany Morrow, 25 ans, avec une tablette à la main et une expression alerte.
La première action d'O'Connell fut de scanner Chloé près du mur avec un regard rapide d'évaluation. Evelyn Vance. O'Connell s'approcha du lit et regarda son visage. Que se passe-t-il? Fermez la porte, ordonna Evelyn. Asseyez-vous et écoutez attentivement. Je n'ai pas le temps pour les plaisanteries ou les surprises. O'Connell fit un signe de tête à Tiffany, qui ferma la porte. Chloé resta debout près du mur, sa respiration superficielle, comme si elle avait peur de bouger. O'Connell remarqua les larmes dans ses yeux et sa peau pâle, notant silencieusement ces détails. O'Connell s'assit et sortit un enregistreur vocal. Puis-je enregistrer ceci pour plus de clarté juridique? Oui, vous pouvez. Je veux que chaque mot soit documenté. Evelyn lui raconta brièvement et clairement, mais sa voix était remplie d'une colère froide, à propos des résultats des tests, de la substance toxique dans son sang et des paroles de Paul il y a une demi-heure. Elle parla du regard triomphant de Paul, du moment où elle réalisa qu'elle n'était pas malade, mais qu'on l'assassinait. O'Connell écouta sans l'interrompre, mais son visage devint de plus en plus dur. La nouvelle de l'empoisonnement ne le surprit pas complètement, mais la démonstration ouverte de triomphe de Paul, oui. Avez-vous les rapports d'analyse dans votre coffre-fort à la maison? Oui. Le code et l'anniversaire de ma mère. Récupérez-les et faites des copies. C'est la preuve contre lui. C'est la base d'une affaire pénale, dit lentement O'Connell, sa voix grave. Mais d'abord, nous devons sécuriser votre testament, sinon toute la succession reviendra à votre mari en vertu de la loi. La logique juridique doit précéder la vengeance humaine. C'est exactement pourquoi je vous ai appelé. Je veux tout laisser à cette jeune femme. Evelyn indiqua Chloé d'un faible mouvement de la tête. Chloé Jefferson, et elle vous paiera généreusement pour vos services. Nous inclurons cela également dans le testament. O'Connell se tourna et examina la femme de ménage. Chloé était mortellement pâle, mais hocha la tête en signe d'accord. L'idée de devenir multimillionnaire était trop abstraite, mais l'idée de refuser l'héritage à Paul commença à produire une froide satisfaction en elle. Mais pourquoi elle? La question d'O'Connell était professionnelle, mais aussi personnelle. Parce qu'elle est là. Parce que je lui fais confiance, et parce que je n'ai pas le temps pour les doutes. Toute ma succession est un bien propre avant le mariage. Je n'ai pas d'enfant. C'est à moi, et je peux en disposer comme je le souhaite. Rédigez le testament de sorte que Paul ne puisse pas le contester. Protégez-le contre toute attaque juridique. O'Connell hocha la tête, ses pensées s'emballant. Nous avons besoin d'un notaire et d'un médecin pour confirmer votre capacité à exécuter le testament au moment de la signature. Sans cela, le testament est vulnérable. Organisez cela aujourd'hui, immédiatement. J'ai besoin d'un témoin indépendant qui ne donne à Garrett aucune raison d'attaquer. Très bien. Tiffany, appelle le notaire public de garde et trouve un neurologue ou un psychiatre indépendant d'un autre hôpital. Ils doivent venir immédiatement. Assurez-vous que ce médecin n'a aucun contact avec elle. Tiffany sortit et sortit son téléphone. O'Connell se tourna vers Chloé. Son regard était insistant. Madame, comprenez-vous ce qui se passe? Chloé hocha la tête avec incertitude. Pas entièrement. C'est terrifiant. Vous hériterez de toute la succession d'Evelyn Vance, la maison, les hôpitaux, les propriétés, les comptes. Vous serez une femme très riche, mais vous deviendrez également une cible pour son mari. Il essaiera de contester le testament. Peut-être qu'il essaiera de vous intimider ou de vous corrompre. Ou pire. Nous parlons d'un meurtrier ici. Êtes-vous prête pour cela? Chloé resta silencieuse. Elle prit une profonde inspiration, sentant les battements dans ses tempes. La possibilité de ne plus jamais avoir faim était une motivation puissante. Dois-je l'être? Oui. Parce que nous ferons tout correctement sur le plan juridique, mais psychologiquement, ce sera une guerre. Il ne vous laissera pas tranquille. Vous devez être inébranlable, Chloé. Evelyn intervint, sa voix maintenant très faible. Chloé, je ne vous demande pas d'être une sainte. Une fois que vous aurez l'argent, faites-en ce que vous voulez. Mais je vous demande une chose, menez cet empoisonnement à terme afin qu'il aille en prison, qu'il ne tue personne d'autre, et récompensez généreusement tous ceux qui vous aident. Me le promettez-vous? La jeune fille regarda Evelyn, les larmes aux yeux. C'était la dernière requête d'une femme mourante. Je vous le promets. Je chercherai justice pour vous. Une demi-heure plus tard, la pièce se rassembla, le notaire public,
un homme plus âgé avec une mallette et un seau, une psychiatre de l'hôpital voisin, une femme dans la cinquantaine, O'Connell, Tiffany, Chloé et Evelyn elle-même. L'atmosphère dans la pièce était tendue, solennelle et assombrie par l'anticipation de la mort. Le notaire regarda Evelyn avec respect, témoignant de la façon dont elle utilisait ses dernières heures pour mettre en scène un acte de vengeance. La psychiatre mena un examen rapide mais approfondi, posant des questions. « Quel jour sommes-nous? Où êtes-vous? Quel est le nom du président des États-Unis » Evelyn répondit clairement. Le médecin a noté sur le formulaire, après avoir vérifié les pupilles d'Evelyn et évalué sa réaction, patiente orientée dans le temps, l'espace et par rapport aux personnes. Conscience claire. Légalement apte à rédiger un testament. Signature, tampon. Le dernier obstacle juridique était franchi. Le notaire a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper le texte du testament. Il l'a lu à voix haute. Moi, Evelyn Vance, saine d'esprit et de mémoire, lègue l'intégralité de mes biens tels qu'ils m'appartiennent au jour de mon décès à Chloé Jefferson. Il leva les yeux. Madame Vance, êtes-vous consciente que vous déshéritez votre mari? Oui, j'en suis consciente. C'est mon souhait express. Agissez-vous de votre plein gré, sans contrainte? Oui, je confirme. Les yeux d'Evelyn se sont fixés sur le notaire, dissipant tout doute quant à sa détermination. Le notaire hocha la tête et imprima le formulaire avec une mini-imprimante portable. O'Connell a filmé l'ensemble du processus avec la caméra de son téléphone portable. Evelyn a signé d'une main tremblante. Le notaire y a apposé son sceau et l'a attesté. Les témoins étaient Tiffany et une infirmière d'un service voisin qu'O'Connell avait fait venir à la dernière minute pour éviter toute contestation. Une fois que tout fut terminé, le notaire plaça le document dans une enveloppe. Je le déposerai à l'étude notariale. Demain matin, j'en ferai des copies certifiées conformes. Tout est légal. Il n'y a plus aucun point d'attaque juridique. Evelyn hocha la tête. Ses forces déclinaient rapidement maintenant. O'Connell se pencha en avant. Madame Vance, je vais m'occuper de la toxicologie. Je demanderai toutes les analyses et ferai appel au bureau du procureur. Paul devra rendre des comptes. Merci, murmura-t-elle. Le mot était un souffle d'air, mais il portait le poids d'une mission accomplie. Tout le monde est parti. Seule Chloé est restée. Elle se tenait près du lit, ne sachant que dire. Sa bouche était sèche. Rentrez chez vous, dit Evelyn, fatiguée. Nous nous reverrons demain, peut-être. Et souvenez-vous de ce que vous avez promis. Chloé hocha la tête et sortit. Evelyn resta seule. Elle fixa l'obscurité à l'extérieur de la fenêtre et pensa, 3 jours, peut-être moins. Mais elle l'avait fait. Elle avait volé à Paul la chose pour laquelle il l'avait tué. C'était la seule chose qui comptait maintenant. Elle ne ressentait aucune douleur, seulement un calme profond et froid. La vengeance lui avait apporté plus de tranquillité d'esprit que toute sa richesse. Elle mourut pendant la nuit, tranquillement, sans tourment. Les infirmières l'ont trouvée le matin. Quand Paul l'a appris, il a éclaté en une démonstration bruyante et démonstrative de l'arme dans le couloir. Le personnel de la clinique, qu'il avait traité avec arrogance pendant 3 ans, l'a réconforté. Il les remercia, en pressant son mouchoir, et des étincelles triomphantes dansèrent dans ses yeux. Il pensait avoir gagné. La matinée a commencé par un coup de téléphone. Paul Garrett était assis dans le bureau d'Evelyn, qu'il considérait maintenant comme le sien, feuilletant des documents, titres de propriété, relevés bancaires, contrats de location. Toute cette richesse lui appartenait désormais. 3 ans d'attente. 3 ans à jouer au mari aimant. Le résultat était maintenant devant lui. Il avait déjà ouvert le coffre-fort d'Evelyn hier soir après le prétendu triomphe, trouvé les rapports d'analyse, mais les avait rejetés comme des absurdités. Il avait minutieusement vérifié le statut des biens prénuptiaux d'Evelyn. Impeccable. Pas de biens communautaires. Il était le seul héritier. Il se pencha en arrière dans le fauteuil en cuir et s'étira. L'odeur du parfum d'Evelyn, qui persistait encore dans l'air, ne le dérangeait plus. C'était le parfum de sa victoire. Dehors, c'était une belle journée d'octobre. Les feuilles des arbres brillaient en jaune et orange. Magnifique. Paul sourit. La vie se mettait en place. Son téléphone vibra. Victoria Shaw, sa maîtresse, la pharmacienne qui l'avait soudoyé et qui lui avait procuré le médicament rare.
Elle était froide, pragmatique et la seule personne qui partageait son mépris pour Evelyne. Il répondit, « Oui, ma chère. Comment ça va ?» La voix de sa maîtresse sonnait prudente. « Super. Elle est morte la nuit dernière. Tranquillement, sans témoin. Le médecin a dit une insuffisance hépatique. Pas de question. Tout est sûr. Absolument. J'ai tout calculé. La dose était minime. Répartie sur plusieurs mois. Le médicament se décompose rapidement. Il ne reste presque plus de traces. Même si quelqu'un vérifie, il ne trouvera rien. Je suis un génie, Victoria. Qui cherche un meurtre quand quelqu'un meurt d'une insuffisance organique à 49 ans? Victoria se tut. Elle n'était pas aussi certaine de la victoire que lui. Et le testament? Quel testament? Elle n'en a pas rédigé. J'ai vérifié. Tous les biens datent d'avant le mariage. Pas d'enfant. Donc j'hérite en tant que mari. La loi est de mon côté. Il rayonnait de satisfaction. J'espère que tu as raison. Paul, n'attends pas trop longtemps. Occupe-toi des formalités, et ensuite disparaissons. Vivi, ne sois pas nerveuse. Dans 6 mois, j'aurai tout réglé. Vendons les hôpitaux et les propriétés, et nous déménagerons. Où tu veux, à l'étranger. L'argent suffit pour plusieurs vies. Nous ouvrirons une clinique dans les Caraïbes, mais juste pour nous. Victoria soupira. Bien. Sois juste prudent. Vas-y doucement. Joue le deuil. Les gens doivent croire que tu es dévasté. Je suis un professionnel, ricana Paul. Ne me fais pas la morale. J'ai joué le rôle de ma vie pendant 3 ans. Il raccrocha et se dirigea vers le meuble où Evelyne gardait son cognac de collection. Il se versa un verre et le sirota. Excellent. Tout dans cette maison était excellent, et maintenant cela lui appartenait. Il se sentait comme un roi qui avait reconquis son trône. On frappa fort à la porte. La gouvernante, une femme plus âgée aux yeux rouges, entra. Elle avait servi Evelyne pendant 20 ans et avait toujours regardé Paul avec suspicion. « Monsieur Garrett, l'avocat est là pour vous. Jason O'Connell. » Il n'est pas seul. Paul fronça les sourcils. O'Connell, cet homme avait toujours été trop intelligent et trop observateur. Evelyne lui avait confié toutes les affaires juridiques. Que voulait-il? Venait-il régler ses honoraires? Faites-le entrer. O'Connell apparut dans le bureau, élégamment vêtu d'un costume et avec un visage grave. Son regard était dur et jugeur. Il ne tendit pas la main en signe de salutation, se contenta d'un signe de tête. Monsieur Garrett, mes condoléances. Merci. Paul prit une grimace de deuil. C'est une tragédie. Je suis dévasté. Il fit un geste vers le cognac. Voulez-vous un verre pour vous calmer les nerfs? Non, merci. Je dois discuter de quelques questions juridiques avec vous. Cela ne peut pas attendre. Je vous écoute. Veuillez vous asseoir. O'Connell s'assit sans qu'on le lui demande et sortit un dossier. Le dossier semblait mince, mais son contenu semblait déjà de mauvais augure pour Paul. Evelyne Vance a laissé un testament. Paul se tendit. Vraiment? Il avait vérifié le coffre-fort. Evelyne l'avait-elle déjoué? Une vague froide lui parcourut l'échine. Quand? Quand a-t-elle réussi à faire ça? C'est impossible. Elle était inconsciente. L'ensemble des biens qui lui appartenaient au moment de son décès a été légué à une autre personne. Une pause. Paul eut besoin d'un moment pour saisir le sens. L'air dans la pièce sembla se figer. La réalisation le frappa comme un coup de massue. Il avait tué pour rien. Vous voulez dire que je ne suis pas l'héritier selon le testament? Sa voix était soudain faible. Madame Vance a disposé de ses biens différemment. C'était son droit légal. Paul se leva d'un bond. Sa façade de deuil s'effondra en un instant. C'est impossible. Elle était dans le coma. Quand a-t-elle réussi à faire ça? Il cria presque. La colère déforma son beau visage. O'Connell le regarda froidement. Son calme contrastait fortement avec la panique de Paul. Le testament a été rédigé un jour avant son décès, en présence d'un notaire, d'un médecin psychiatre qui a confirmé sa capacité juridique et de 2 témoins. Tout est absolument légal.
Nous avons pris toutes les précautions juridiques imaginables. À qui? Demanda Paul. Il sentit son dos se refroidir. À qui l'a-t-elle légué? Ma cousine? Une fondation? Cela sera annoncé demain à 10 heures à l'étude notariale. Votre présence est obligatoire. Les yeux d'O'Connell brillèrent brièvement. Je vais le contester. Paul frappa du poing sur le bureau en acajou poli. Le verre de cognac trembla. Elle n'était pas saine d'esprit. Elle était malade. C'est une farce. Nous avons un certificat médical confirmant sa pleine capacité juridique au moment de la signature. Il existe un enregistrement vidéo et les déclarations du notaire. Elle était mentalement lucide, M. Garrett. O'Connell se leva. Je vous conseille de vous préparer moralement et d'engager votre propre avocat. Le testament est une forteresse. Il partit sans dire au revoir. Paul resta seul, respirant fortement. Un testament. Comment osait-elle? Comment avait-elle fait? Il attrapa le téléphone et composa le numéro de Victoria. Nous avons un problème. Un énorme problème. Evelyne nous a piégés. Le lendemain matin, Paul se présenta à l'étude notariale. Il avait à peine dormi. Victoria Shaw l'accompagnait. Il la présenta comme une amie de la famille qui le soutenait dans cette heure difficile. Elle portait un costume sombre et regardait nerveusement autour d'elle. Le notaire, le même homme plus âgé, les reçut dans son bureau. O'Connell et son assistante, Tiffany Morrow, étaient déjà assis là. Où est l'héritier? Demanda Paul sèchement, sa voix tremblant légèrement. Il s'attendait à voir un parent éloigné ou un partenaire commercial. L'héritière a envoyé un représentant, répondit le notaire. Ses intérêts sont représentés par l'avocat O'Connell, sur la base d'une procuration notariée. Qui est-elle? Où est-elle? Le notaire ouvrit le dossier et en sortit le document. Il regarda Paul avec un mélange de pitié et de mépris. Selon le testament d'Evelyn Vance, la seule héritière de l'ensemble de ses biens est Chloé Jefferson résident. Qui est-ce? Paul n'en croyait pas ses oreilles. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. L'incrédulité céda la place à une horreur totale. La femme de ménage de l'hôpital où votre femme est décédée, confirma le notaire sèchement. Victoria serra le bras de Paul pour l'avertir de ne pas perdre complètement son sang-froid. Il ravala sa rage et se força à parler calmement. C'est absurde. Evelyne ne connaissait pas cette fille. Comment pouvait-elle tout lui laisser? O'Connell répondit nonchalamment, comme s'il commentait le temps qu'il fait. La testatrice a le droit de léguer ses biens à la personne de son choix. La loi n'exige pas de justification des motifs. Mais je peux vous assurer que Madame Vance avait des motifs très clairs. Mais elle était malade, pas saine d'esprit. Paul s'accrocha à la seule paille qui restait. Au contraire. O'Connell plaça l'évaluation psychiatrique sur la table. Voici le rapport du psychiatre qui a effectué l'évaluation juste avant la signature du testament. Conclusion. Capable juridiquement, conscience claire, libre arbitre. Un enregistrement vidéo du processus existe également. Le notaire a personnellement enregistré son testament. Tout est impeccablement rédigé. Paul sentit le sol s'affaisser sous ses pieds. Son visage était cendré. Et moi alors? Le notaire expliqua patiemment l'évidence. Les biens de votre femme ont été acquis avant le mariage. Par conséquent, ils ne sont pas des biens communautaires. En tant que conjoint survivant, vous n'avez droit qu'à votre part des biens acquis ensemble. C'est ce que vous avez acheté ou gagné pendant les 3 années de mariage. La maison, les hôpitaux, les propriétés commerciales, les comptes, tout cela appartenait à Madame Vance avant le mariage. Par testament, ces biens sont transférés à Madame Jefferson. Vous voulez dire que je n'ai rien? La voix de Paul était un gémissement. Vous avez votre salaire des 3 années, vos économies personnelles, la voiture immatriculée à votre nom. C'est votre part des biens acquis conjointement. Madame Vance s'est assurée que vous soyez absolument ruiné. Paul se tut. Sa tête bourdonnait. 3 ans. Pendant 3 ans, il l'avait empoisonné, avait fait semblant, avait été patient. Pourquoi faire? Pour qu'une putain de femme de ménage puisse empocher les millions. La vengeance était parfaite. Où est-elle? Demanda-t-il calmement. Dangereusement calmement.
Madame Jefferson a accepté l'héritage par l'intermédiaire de son représentant, répondit le notaire. Son lieu de résidence n'a pas à vous être communiqué. Je veux lui parler. Je vais lui faire une offre qu'elle ne pourra pas refuser. C'est impossible, intervint O'Connell. Ma cliente ne souhaite aucun contact avec vous. Vous êtes considéré comme le meurtrier de votre femme et une menace pour Madame Jefferson. Je vais contester le testament. Je vais intenter un procès. C'est votre droit. Mais je vous préviens, nous avons toutes les raisons de croire que la contestation sera infructueuse. Le testament est juridiquement irréprochable. L'intention de la testatrice est clairement exprimée. Les documents médicaux confirment la capacité juridique. Il n'y a aucune base pour invalider le testament. Vous ne faites que gaspiller votre propre argent en avocat. Paul se leva en titubant. Victoria le soutint. Ils quittèrent le bureau du notaire en silence. Dans la rue, Paul s'arrêta et se tourna vers Victoria. Ses yeux brûlaient d'une haine indomptée. Tout s'est effondré, murmura-t-il. Pas tout. Victoria le regarda avec insistance. Elle n'était pas prête à renoncer à sa propre part de la trahison. Nous trouvons cette fille, nous la forçons à rejeter, à intimider, à corrompre, peu importe. L'essentiel est d'agir vite. O'Connell l'a cachée quelque part. Nous la trouverons. J'ai des contacts, des gens qui savent chercher. Donne-moi quelques jours. Nous reprendrons ce qui nous appartient. Paul hocha la tête. La haine bouillonnait dans sa poitrine. Evelyn l'avait déjoué. Même dans la mort, sa vengeance avait réussi. Mais il n'abandonnerait pas. Pas après tout ce qu'il avait investi. Sa seule motivation désormais était la destruction de Chloé. Pendant ce temps, une réunion avait lieu dans le bureau d'O'Connell. Jason O'Connell était assis en face de Tiffany Moreau et de l'enquêteur privé, le détective Roy Singleton, un ancien policier, un homme robuste de 42 ans avec des mèches grises dans les cheveux. Singleton avait la réputation d'être implacable et discret. La situation est la suivante, commença O'Connell. Chloé Jefferson est en sécurité. Elle a déménagé dans une région voisine, Charlotte, a loué une chambre et a pris un emploi temporaire. Mais Garrett la cherchera. Il ne s'arrêtera pas. Il est dangereux et désespéré. Que peut-il faire, demanda Tiffany. Intimider, corrompre, la forcer à renoncer à l'héritage. Dans le cas extrême, si elle refuse, l'éliminer physiquement. Nous avons affaire à quelqu'un qui a systématiquement empoisonné sa femme. Il est capable de tout. Nous devons non seulement protéger Chloé, mais aussi le neutraliser légalement. Singleton acquiesça. Il avait étudié les dossiers de l'affaire Evelyn Vance et avait été impressionné par sa prévoyance et son intelligence. Je vais vérifier toutes les caméras de surveillance de l'hôpital. Je vais retracer qui a eu contact avec Madame Vance au cours des derniers mois. Je vais vérifier les pharmacies pour savoir ce que Garrett a acheté. Quel médicament? S'il l'a empoisonné, il reste des traces. Il y a toujours des traces. Bien. Autre point. Nous avons besoin de poursuites pénales. Sans cela, Garrett reste libre et continuera à traquer Chloé. J'ai déjà préparé la plainte pour le procureur de district. Je joins les rapports toxicologiques commandés par Evelyn Vance. Il montre clairement la substance dans le sang qui ne lui a pas été médicalement prescrite. Tiffany s'enquit, et si le rapport ne confirme pas l'empoisonnement? Il le confirmera. Evelyn était méticuleuse. Elle a envoyé des échantillons à 2 laboratoires indépendants. Les résultats sont identiques. De plus, elle a documenté la détérioration de son état par date, en tenant un journal des symptômes. Tout cela constitue des preuves circonstancielles mais importantes. Elle a documenté sa propre affaire de meurtre. À qui confions-nous l'affaire? Au procureur de district David Chen. C'est un professionnel. Il n'accepte pas les pots de vin. S'il y a quelqu'un qui peut le traduire en justice, c'est bien lui. Il adore les affaires basées sur des calculs. Singleton se leva. Je vais commencer à travailler. Je livrerai les premiers résultats demain. Je vais d'abord me concentrer sur les pharmacies et les images des caméras. Singleton partit. O'Connell se tourna vers Tiffany. Contactez Chloé. Dites-lui que tout se passe comme prévu. Elle doit rester calme, ne pas se montrer. Si quelque chose arrive, elle doit m'appeler immédiatement. Je veux qu'elle se sente en sécurité,
mais qu'elle ne devienne pas négligente. Compris. Et encore une chose. Demandez tous les documents de Madame Vance. Contrat, acte, déclaration. Je veux être sûr que chaque actif est légalement protégé. Garrett essaiera de trouver des failles. Nous les comblons à l'avance. Le testament d'Evelyn doit être intouchable. Tiffany acquiesça et sortit. O'Connell resta seul. Il ouvrit le coffre-fort, en sortit une copie du testament et le relut. Tout était en ordre. Chaque mot, chaque virgule. Evelyn Vance était une femme intelligente. Même dans la mort, elle avait pensé à chaque détail. Il se souvint de leur dernière conversation dans la chambre d'hôpital, de la façon dont elle le regardait calmement, sans crainte. Jason, je sais que je meurs, mais je veux qu'il n'obtienne rien. Pas un seul centime. Il doit comprendre qu'il m'a tué pour rien. Son triomphe doit devenir sa plus grande défaite. Madame Vance, êtes-vous sûre de vouloir tout donner à Mademoiselle Jefferson? Vous la connaissez à peine. Je la connais. C'est suffisant. Elle est honnête. Elle travaille pour un salaire de misère, loue une chambre, rembourse le prêt pour le traitement de sa mère décédée. On ne peut pas acheter des gens comme ça. On peut confier la vengeance à des gens comme ça. La vengeance? Oui. Je veux que Paul aille en prison, qu'il soit reconnu coupable de mon meurtre. Et Chloé est un témoin. Elle l'a vu entrer dans la pièce. Elle a entendu ce que j'ai dit après. Elle aidera l'enquête. Elle me l'a promis. Elle sera ma main pour exécuter la justice. O'Connell avait acquiescé alors, et maintenant il réalisait la promesse qu'il avait faite à une cliente mourante. Il remit le testament dans le coffre-fort et décrocha le téléphone. Il composa le numéro du procureur de district Chen. Monsieur Chen, O'Connell. J'ai du matériel pour vous. Possible meurtre avec préméditation par empoisonnement systématique. Je vous envoie les documents. L'affaire est compliquée mais prometteuse. Les preuves sont inhabituellement solides. Chen resta silencieux à l'autre bout du fil. Envoyez-le. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. J'attends les documents. O'Connell raccrocha. Il ne restait plus qu'à attendre que les rouages de la justice commencent à tourner, lentement mais inévitablement. Pendant ce temps, Chloé Jefferson était assise dans sa petite chambre de location à Charlotte sur un vieux canapé en regardant par la fenêtre. Une fine pluie d'automne tombait à l'extérieur. Les gouttes ruisselaient sur la vitre et se fondaient en ruisseaux sinueux. Elle n'arrivait toujours pas à y croire. Tout lui semblait être un rêve. Il y a 2 jours, elle lavait les sols dans un couloir d'hôpital, gagnant un petit salaire, comptant les centimes jusqu'à la prochaine paie. Et aujourd'hui, son avocat O'Connell l'avait informé qu'elle était l'héritière d'une fortune colossale. Chloé n'était pas heureuse. Elle avait peur. L'énorme somme ne lui semblait pas être un cadeau, mais un fardeau immérité, un aimant pour le mal. Elle savait que le mari d'Evelyn ne la laisserait pas tranquille. Il viendrait. Il chercherait. Et après? Son téléphone vibra. Tiffany Morrow. Mademoiselle Jefferson, comment allez-vous? Assez bien. Je suis à la maison. C'est calme ici. Excellent. Ne sortez pas inutilement. Garrett a déjà commencé à chercher. Nous surveillons ses activités. Il ne sait pas encore où vous êtes, mais soyez prudente. Restez dans l'ombre. Très bien. Je comprends. Encore une chose. Bientôt, le procureur de district voudra vous appeler pour une déposition sur ce que vous avez vu à l'hôpital, ce que Madame Vance a dit. Soyez prête. Votre témoignage est crucial. Je suis prête. Je le lui ai promis. Je n'ai pas peur de témoigner, seulement de lui. Très bien. Tenez bon. Chloé raccrocha. Elle se souvenait du visage d'Evelyn Vance, pâle, tiré, mais avec un regard clair et ferme. Elle se souvenait de ses dernières paroles. Mener cet empoisonnement jusqu'au bout, pour qu'il aille en prison. Elle irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Parce qu'Evelyn lui avait donné une chance, la chance d'une vie différente, et Chloé ne la décevrait pas. La vengeance n'était pas la sienne, mais la justice qu'elle devait à Evelyn était son nouveau but dans la vie. Le crépuscule tombait à l'extérieur. Quelque part dans une autre ville, Paul Garrett recueillait des informations, élaborait des plans, se préparait à frapper. Et ici,
dans la pièce calme, la fille qui n'était personne hier se préparait à sa défense. Le jeu avait commencé, et les enjeux étaient trop élevés pour perdre. Le procureur de district David Chen était assis dans son bureau au quartier général de la division des homicides, étudiant les documents soumis par l'avocat O'Connell. Le dossier était épais. Des rapports médicaux, des analyses toxicologiques provenant de 2 laboratoires indépendants, des extraits des antécédents médicaux, le journal personnel de la défunte Evelyn Vance, dans lequel elle consignait les symptômes par date. Chen était un enquêteur expérimenté, réputé pour être méticuleux et incorruptible. Il n'aimait pas les affaires sensationnelles, mais quand il en prenait une en charge, il la menait jusqu'au bout. Maintenant, il lisait le rapport de toxicologie pour la 3e fois. Tout concordait. Des traces d'un médicament utilisé en médecine palliative pour soulager la souffrance des personnes en phase terminale ont été trouvées dans le sang de Madame Vance. À forte dose, il est mortel. La substance était rare, strictement soumise à prescription médicale. Madame Vance n'avait pas de maladie oncologique. D'où venait-il? Chen décrocha le téléphone et appela O'Connell. Monsieur O'Connell, j'ai reçu les documents. Une question. Y avait-il des raisons pour que Madame Vance prenne ce médicament? Aucune. Son médecin traitant a confirmé qu'il n'avait rien prescrit de tel. De plus, Evelyn Vance elle-même est devenue méfiante et a secrètement soumis des échantillons à un laboratoire externe. Les résultats vont vous choquer, mais ils sont crédibles. Je vois. Qui avait accès à sa nourriture et à ses médicaments? Principalement le mari, Paul Garrett. Ils vivaient ensemble. Il préparait son thé, lui apportait ses pilules. La femme de ménage venait 3 fois par semaine, mais elle est sous surveillance depuis 20 ans. Absolument digne de confiance. Les autres contacts étaient épisodiques. Le mobile du mari et l'héritage. Madame Vance possédait une chaîne d'hôpitaux, des propriétés commerciales et d'importants comptes, tous acquis avant le mariage. Elle n'avait pas d'enfant. Si elle était décédée sans testament, Garrett aurait tout hérité en tant que seul héritier légal. Mais elle a laissé un testament. Oui. Un jour avant sa mort, en faveur d'une personne extérieure, la femme de ménage, Chloé Jefferson. Garrett a été laissé démuni. C'était la dernière manœuvre d'Evelyn. Intéressant. Il avait donc un mobile, des moyens et une opportunité. La triade classique. C'est une affaire claire, bien que cynique. Exactement. De plus, il y a un témoin. Chloé Jefferson m'a entendu parler de sa suspicion à Madame Vance. Elle est prête à témoigner. Elle se trouve maintenant dans un lieu sûr. Garrett la recherche activement, essayant de l'intimider, de la forcer à renoncer à l'héritage. Je crains pour sa vie. Chen fronça les sourcils. Bien. J'ouvre une enquête pour suspicion d'homicide en vertu de la loi sur le meurtre au 1er degré. J'ordonnerai l'exhumation et un nouvel examen médico-légal. Si l'empoisonnement est confirmé, Garrett encourra une peine élevée. Merci, monsieur Chen. Je savais que vous étiez la bonne personne pour cette affaire. De rien. Je ne fais que mon travail. Chen raccrocha et commença à rédiger l'ordonnance d'ouverture de l'enquête. Un travail fastidieux l'attendait, mais il aimait ce genre d'affaires. Quand tout s'emboîte dans un tableau clair, quand l'auteur croit avoir échappé au châtiment et réalise ensuite que le filet se referme. 2 jours plus tard, le procureur de district reçut l'approbation du tribunal pour l'exhumation du corps d'Evelyn Vance. La procédure s'est déroulée en privé. Des échantillons ont été envoyés pour examen à un centre médico-légal de premier plan à Quantico, en Virginie. Pendant que les experts travaillaient, Chen a commencé à recueillir des preuves circonstancielles. Il a demandé à ses assistants d'analyser les images des caméras de surveillance des pharmacies de la région où vivait Madame Vance. La tâche était simple, découvrir si Garrett avait acheté le médicament en question. Le résultat est arrivé après 1 semaine. Sur un enregistrement de l'une des pharmacies privées, Paul Garrett était clairement visible. Il s'est approché du comptoir, a parlé avec le pharmacien, a donné de l'argent et a reçu un paquet. La date était 2 mois avant le décès de Madame Vance. Chen a convoqué le pharmacien pour l'interroger. Une femme nerveuse et effrayée dans la 50aine. Vous souvenez-vous de cet homme? Le procureur de district a montré une photo de Garrett. Oui, je me souviens. Il est venu plusieurs fois. Il a acheté le médicament de thérapie palliative.
Il a dit que sa mère avait le cancer. Les médecins lui avaient permis de l'administrer à domicile pour qu'elle ne souffre pas. Le pharmacien a baissé les yeux. Le mensonge était clairement douloureux pour elle. Aviez-vous une ordonnance? Le pharmacien a pâli. Non. Il a dit qu'il avait perdu l'ordonnance. Il a offert de payer plus. J'ai accepté. J'avais besoin de l'argent. C'était une erreur. Je sais. Combien de fois l'a-t-il acheté? 4 ou 5 fois. Je ne sais pas exactement. Chen a acquiescé. Réalisez-vous que vous avez violé la loi, la vente de médicaments sur ordonnance sans ordonnance, et si ce médicament a été utilisé pour tuer quelqu'un, vous êtes complice. La femme a pleuré. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas rédiger une déclaration. Admettez-le volontairement. Cela atténuera votre culpabilité. Mais vous devrez témoigner devant le tribunal. Elle a acquiescé en essuyant ses larmes. Chen lui a dicté le protocole. Elle a signé. Un autre fil conducteur menant à Garrett a été documenté. Simultanément, l'enquêteur privé Roy Singleton a mené sa propre enquête. Il a demandé toutes les images des caméras de surveillance de l'hôpital où Madame Vance a été admise. Il a examiné qui est entré dans sa chambre, quand et pendant combien de temps. Paul Garrett était régulièrement vu apportant des fruits et des fleurs, assis près du lit. Sur les caméras, il ressemblait à un mari modèle. Mais un jour, Singleton a remarqué un détail. Garrett est entré dans la pièce avec un thermos. Il est resté pendant 10 minutes. Il est reparti sans le thermos. 1 heure plus tard, l'infirmière est venue chercher la vaisselle. Le thermos était vide. Singleton a demandé les dossiers médicaux. Ce jour-là, l'état de Madame Vance s'était rapidement détérioré. Nausées, faiblesse, confusion. Les médecins ont imputé cela à la progression de la maladie. Le détective a trouvé l'infirmière et a mené un entretien non officiel avec elle. Vous souvenez-vous du jour où Garrett a apporté du thé à sa femme dans un thermos? Oui, je me souviens. Madame Vance a bu un peu et a ensuite dit que le thé avait un goût amer. J'ai pensé que la perfusion était trop forte. Et qu'a dit Garrett? Rien. Il a souri et a dit qu'elle avait toujours été difficile. Il semblait imperturbable. Singleton a noté la déclaration. Un autre élément constitutif de l'acte d'accusation. Il montrait la méthode et le sang-froid de l'auteur. Parallèlement, il a suivi les actions de Garrett après l'annonce du testament. Paul avait engagé des personnes, 2 hommes forts d'une société de sécurité privée. Ils ont écumé la ville, interrogeant les anciens collègues, voisins et connaissances de Chloé. Ils cherchaient désespérément à savoir où elle se trouvait. Singleton a fait son rapport à O'Connell, Garrett est devenu actif. Ces hommes ont déjà découvert que Chloé avait loué une chambre à la périphérie de la ville. Ils ont interrogé la propriétaire. Elle a dit que la jeune fille avait déménagé il y a 1 semaine et n'avait pas laissé de nouvelle adresse. Ils la trouveront tôt ou tard. Nous devons agir avant eux. Oui, ils ont les ressources. Nous devons les devancer. Je suggère d'organiser une rencontre entre Chloé et les hommes de Garrett sous notre contrôle. Nous enregistrons la tentative de contrainte et d'intimidation. Ce sera la base d'une autre affaire pénale. La contrainte d'exécuter une transaction. Menace. Nous utilisons sa cupidité comme un piège. O'Connell y a réfléchi. Risqué, mais une option viable. Je vais parler à Chloé. Elle doit comprendre le risque. Il a contacté Chloé Jefferson et lui a expliqué le plan. La jeune fille n'a pas accepté immédiatement. Elle avait peur. Elle tremblait au téléphone. Je ne peux pas faire ça, monsieur O'Connell. C'est un tueur. Il veut me tuer. Mais O'Connell l'a convaincu. Chloé, ils te trouveront de toute façon. Il est préférable que cela se produise selon nos conditions. Et il sera convaincu que tu acceptes de lui céder le domaine. Nous serons à proximité. La police sera à proximité. Il ne t'arrivera rien. Et Garrett sera encore plus acculé. Pense aux souhaits de Madame Vance. Très bien, dit-elle doucement. Je vais le faire. Pour Evelyne. Singleton a organisé une fuite d'informations. Par l'intermédiaire d'une connaissance de la société de sécurité,
il a transmis aux hommes de Garrett un indice selon lequel Chloé travaillait dans un petit laboratoire privé de la ville voisine de Charlotte. L'information est parvenue à Paul 2 jours plus tard. Il était ravi d'avoir enfin une piste claire. Il s'y est immédiatement rendu avec Victoria Shaw et 2 gardes du corps. Le plan était simple. Trouver la jeune fille, l'intimider, la forcer à signer la renonciation à l'héritage. Si elle refusait, exercer une pression plus forte. Paul était déterminé à forcer sa renaissance financière, même si cela signifiait la mort de Chloé. Ils ont suivi Chloé dans la soirée alors qu'elle quittait le laboratoire et l'ont encerclée dans une rue vide. L'air était froid et humide. Il faisait nuit tôt. Paul s'est avancé et a souri, mais c'était un sourire comme une lame. Chloé Jefferson, enfin. Nous devons parler. Écoute attentivement. La jeune fille a reculé. Paul a continué sans élever la voix, ce qui le rendait d'autant plus menaçant. Tu as quelque chose qui m'appartient de droit. Evelyn était ma femme. J'ai pris soin d'elle pendant 3 ans. Et tu n'es qu'une fille au hasard qui est au bon endroit au bon moment. Tu penses que c'est juste? Chloé est restée silencieuse. Elle gardait fermement dans son cœur le souhait d'Evelyn. Paul a sorti des papiers de sa poche. Voici la renonciation à l'héritage. Tu signes, et je te donnerai 300 000 $. C'est assez pour rembourser tes dettes et commencer une nouvelle vie. Tu refuses? Il fit un signe de tête au garde du corps. Tu le regretteras immédiatement. Je ne signerai pas, halta Chloé. Ses genoux tremblaient, mais sa voix était claire. Paul fronça les sourcils. Victoria s'approcha et parla doucement, mais avec un regard froid. Ma petite, tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Paul n'est pas du genre à abandonner. Si tu ne signes pas volontairement, il te forcera, douloureusement. Pense à toi, à ta santé. L'argent n'en vaut pas la peine. J'ai dit non. J'ai fait une promesse aux morts, et je la tiendrai. Un des gardes du corps s'avança, mais à ce moment-là, Singleton arriva au coin de la rue. Derrière lui se trouvaient 2 policiers en uniforme. Halte. Police. Ne bougez plus. Paul se figea. Victoria pâlit. Les gardes du corps regardèrent autour d'eux, confus. Singleton alla vers Chloé. Ça va? Oui. Elle tremblait mais se tenait droite. Ils m'ont menacé. Ils voulaient que je signe la renonciation à l'héritage. L'officier de police nota la déclaration. Paul essaya de se justifier. Nous étions juste en train de parler. Il n'y a eu aucune menace. C'est un malentendu. Nous avons tout enregistré. Singleton sortit l'enregistreur vocal de Chloé de sa poche. Chaque mot, y compris la phrase selon laquelle elle le regrettera si elle refuse, votre tentative de coercition est par la présente documentée. Les policiers dressèrent un rapport et l'arrêtèrent, ainsi que Victoria, pour interrogatoire. Les gardes du corps furent libérés avec l'ordre de comparaître. Au poste de police, Paul fut détenu jusqu'au matin, puis libéré sous caution. Mais l'affaire fut ouverte. Chen reçut les documents et engagea une procédure pour contrainte à exécuter une transaction et menace de violence. Maintenant, 2 affaires étaient en cours contre Garrett, le meurtre d'Evelyn Vance et la menace contre l'héritière. La situation devint critique. La cupidité désespérée de Paul l'avait trahi. Paul retourna dans la maison qui ne lui appartenait plus. Victoria était assise sur le canapé, se tenant la tête et pleurant, tout s'effondre, Paul. Il se rapproche de nous. C'était un piège, et nous sommes tombés dedans. Tais-toi, grogna-t-il. Je réfléchis. Il doit y avoir un moyen. À quoi bon réfléchir? Nous devons fuir pendant que nous le pouvons encore. Fuir où? Je n'ai pas d'argent. Evelyn a tout laissé à cette maudite fille. Tout ce qu'il me reste, c'est mon maigre salaire de 3 ans, qui est dépensé depuis longtemps. Sans argent, je ne suis personne. Alors, que devons-nous faire? Paul se tut. Il savait que le temps était compté. Le procureur de district creusait. Le détective recueillait des preuves. Les témoins témoignaient. Bientôt, il serait arrêté, et alors tout serait fini. Il avait besoin d'un plan. Désespéré, risqué, mais un plan. Il devait forcer Chloé Jefferson à renoncer à l'héritage. Il attrapa le téléphone et composa le numéro d'un de ses gardes du corps. Écoute attentivement.
J'ai besoin de toutes les informations sur Chloé Jefferson. Tout ce que tu trouves. Où elle habite, où elle travaille, qui la garde. Je paierai le double. Nous faisons ça personnellement maintenant. Le garde du corps accepta. Paul raccrocha. L'adrénaline monta en flèche. Il savait que c'était de la folie. Le procureur de district était déjà sur ses talons. Demain, l'interrogatoire. Il pouvait être arrêté, mais s'il ne faisait rien, il perdrait définitivement. Et si Chloé Jefferson renonçait à l'héritage, l'affaire s'effondrerait. Pas d'héritage, pas de motif. Sans motif, l'accusation est plus faible. Il devait la forcer à briser sa volonté. Il fit ses bagages, argent, documents, un téléphone de secours. Il laissa un mot à la gouvernante, disant qu'il était allé chez un ami pour quelques jours. Ses nerfs ne pouvaient plus supporter. Il monta dans la voiture et roula pour rencontrer le garde du corps. Pendant ce temps, à Charlotte, Chloé Jefferson terminait sa journée de travail. Le laboratoire fermait à 18 heures. Elle se changea et sortit dans la rue. Novembre était arrivé. Vent froid, humidité. Il faisait nuit tôt. Chloé descendit la rue déserte en direction de l'arrêt de bus. Elle ressentit une peur croissante en elle, une prémonition du mal. Son téléphone vibra. Tiffany Morrow. Chloé, où es-tu? Je suis en route pour la maison. Le travail est terminé. Singleton n'a pas pu venir te chercher aujourd'hui. Il a une autre affaire. Sois prudente. Appelle immédiatement si quelque chose arrive. Aussitôt dit, elle entendit le bruit d'un moteur. Une voiture. Chloé se retourna. Un SUV noir roulait lentement, presque à sa hauteur. La vitre se baissa. Un homme inconnu était au volant. Sur la banquette arrière, Paul Garrett. Son visage était un masque froid de rage et de désespoir. Chloé Jefferson, monte. Nous devons parler. Cette fois, il n'y a pas d'avocat. Non. Elle recula. Le SUV s'arrêta. Les portes s'ouvrirent en trombe. Deux hommes puissants en vêtements sombres en sortirent. L'un attrapa Chloé par le bras. L'autre lui couvrit la bouche. Elle essaya de se libérer, mais sa force était insuffisante. Elle fut poussée dans la voiture et serrée entre les gardes du corps. Le SUV démarra en trombe. Paul se tourna vers elle. Dommage que tu sois si peu coopérative, Chloé. Nous aurions pu nous entendre à l'amiable, mais maintenant, il faut que ce soit différent. C'est ta dernière erreur. Elle resta silencieuse, presque étouffée par la peur. Le parfum coûteux de Paul Garrett se mêlait maintenant à la puanteur de la peur. La voiture sortit de la ville, tourna sur un chemin de terre et s'arrêta devant un hangar abandonné. L'endroit était la définition de la désolation. Paul sortit et fit un signe de tête au garde du corps. Sortez là, vite et discrètement. Chloé fut traînée hors de la voiture et emmenée dans le hangar. À l'intérieur, il faisait froid et sombre. Ça sentait l'humidité et la rouille. Le silence de la nuit n'était rompu que par le vent qui sifflait à travers les vitres brisées. Paul alluma la lampe de poche de son téléphone et illumina son visage. Écoute attentivement. Tu as deux options. La première, tu signes la renonciation à l'héritage ici même, maintenant tout de suite. Je te ramène, je te donne 300 000 $, et nous nous séparons en amis. La deuxième option, il fit une pause dramatique, on ne te retrouvera jamais. Chloé trembla. Elle essaya de maîtriser sa panique. On me recherche. Si je disparais, vous serez immédiatement suspecté. Monsieur O'Connell le sait. Qu'il suspecte. Là où il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime. Et le corps? Paul sourit. Les marécages voisins sont profonds. Même un char d'assaut s'y enfoncerait. Pas de témoins, pas de problème. Elle se tut. Paul sortit les papiers de sa poche. Voici la renonciation. Vas-tu signer? Non. Paul fit un signe de tête à l'un des gardes du corps. Il frappa Chloé violemment au visage. Elle tomba, se cognant le genou contre le sol en béton. Paul s'accroupit à côté d'elle. Ses yeux étaient froids et vides. Tu crois que je plaisante? J'ai tué Evelyne. Lentement. Méthodiquement. J'ai mélangé du poison dans son thé pendant 3 mois. Je l'ai regardé dépérir.
Et je m'en fichais. Tu crois que je te traiterai différemment? Chloé leva la tête et le regarda dans les yeux. Du sang coulait de sa lèvre fendue. Mais à ce moment-là, la peur fit place à la colère et à un clair sentiment d'obligation envers Evelyne. Tu es un meurtrier. Et ils te mettront en prison. Tôt ou tard, Evelyne s'en est assurée. Paul se leva et lui donna un violent coup de pied dans l'estomac. Elle se plia en deux de douleur. Il s'accroupit à nouveau. Je te le demande une dernière fois, vas-tu signer? La Maria de l'original allemand, la désespérée redevable de la vengeance de la femme morte, resta silencieuse. Paul se redressa et fit un signe de tête au garde du corps. Préparez la voiture. Nous allons l'emmener au Marais. Nous allons nous en occuper là-bas. C'est de sa propre faute. À ce moment-là, des sirènes hurlèrent à l'extérieur. Fortes, perçantes, elles brisèrent le silence du hangar. Paul se figea. Les gardes du corps se précipitèrent vers la porte, mais des policiers, armes au poing, faisaient déjà irruption dans le hangar. Stop! Police! Haut les mains! Paul essaya de fuir mais fut immédiatement maîtrisé et menotté. Les gardes du corps furent également arrêtés. Singleton entra ensuite, alla vers Chloé et l'aida à se relever. Son visage était inquiet. Ça va? Tu es vivante? Oui, balbutia-t-elle. La douleur était réelle, mais le soulagement était immense. Bien joué. Tiens bon. Une ambulance est en route. Tu l'as fait se dévoiler. Paul fut conduit hors du hangar et mis dans la voiture de police. Il regarda Chloé avec une haine pure. Elle se tenait là, appuyée sur Singleton, et sentit pour la première fois depuis longtemps, que tout irait bien. La justice avait triomphé. Singleton lui expliqua plus tard à l'hôpital, après que les médecins eurent soigné ses blessures, nous surveillons le téléphone de Garrett. Quand il a quitté la ville, nous avons su qu'il préparait quelque chose. Nous avons contacté la police locale et coordonné les mesures. Nous sommes arrivés à temps. Merci. Chloé tenait une poche de glace contre sa lèvre fendue. Si tu n'avais pas été là. N'y pense plus. Le plus important, c'est que tu sois vivante. Et Garrett va aller derrière les barreaux pour un long moment maintenant. Tentative de meurtre, enlèvement, menace, plus l'affaire principale, le meurtre de Madame Vance. Il risque 20 ans. Chloé hocha la tête. La douleur s'atténua progressivement. Elle ferma les yeux et se souvint du visage d'Evelyne Vance, de la promesse qu'elle lui avait faite. Elle l'avait tenue. Le lendemain, le procureur de district Chen interrogea Paul Garrett. Il était assis dans la cellule de détention, mal rasé avec un regard éteint. Il ne ressemblait plus au charmant jeune homme du passé, mais à un imbécile brisé et avide. Paul Garrett, vous êtes accusé du meurtre avec préméditation de votre épouse, Evelyne Vance, par empoisonnement systématique, ainsi que de l'enlèvement et de la tentative de meurtre de Chloé Jefferson. Reconnaissez-vous votre culpabilité? Non. Paul fixait d'un air maussade la table. Nous avons le rapport d'expertise confirmant l'empoisonnement. Nous avons des témoins qui vous ont vu acheter le médicament à la pharmacie sans ordonnance. Nous avons des images de surveillance de l'hôpital vous montrant apportant du thé à votre femme dans un thermos, après quoi son état s'est aggravé. Et nous avons un enregistrement de votre conversation avec Madame Jefferson dans lequel vous déclarez directement « J'ai tué Evelyne, lentement, méthodiquement. J'ai mélangé du poison dans son thé pendant 3 mois. Voulez-vous que je vous passe l'enregistrement ?» Paul se tut. Chen alluma le dictaphone. La voix de Paul résonna clairement, arrogante et triomphante, bien que les mots le trahissent maintenant. J'ai tué Evelyne, lentement, méthodiquement. J'ai mélangé du poison dans son thé pendant 3 mois. Je l'ai regardé dépérir. Et je m'en fichais. Chen arrêta l'enregistrement. C'est votre voix. Paul Garrett, vous vous êtes vous-même condamné. Paul ne répondit pas. Chen continua, nous avons également la déclaration de Madame Jefferson, que vous avez enlevée, battue et menacée de mort si elle ne renonçait pas à l'héritage. Des blessures ont été constatées sur son corps. Vos gardes du corps ont déjà témoigné et confirmé qu'ils ont agi sur votre ordre. Paul Garrett, vous vous êtes vous-même mis dans une impasse. La seule chose qui puisse vous aider est une confession complète. Paul leva la tête. Je veux un avocat. Vous avez raison. L'interrogatoire est terminé. Chen quitta la cellule et appela O'Connell. M.
O'Connell, Garrett a été arrêté. Le tribunal a ordonné la détention provisoire. La fuite est exclue, tout comme la pression sur les témoins. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Excellent. Je prépare les documents pour l'affaire civile. Garrett continue de contester le testament, mais sa position est encore plus faible maintenant. Le tribunal verra. Un homme accusé du meurtre de sa femme essaie d'obtenir ses biens. Cela semble cynique. D'accord. Quelles sont ses chances de gagner l'affaire civile? 0. Le testament est rédigé de manière impeccable. Rapport médical sur la capacité juridique, enregistrement vidéo, déclaration du notaire, tout y est. Le tribunal rejettera clairement sa demande. La vengeance d'Evelyn est juridiquement étanche. Ensuite, il ne reste plus que l'affaire pénale. Je vais poursuivre la collecte de preuves. Je soumettrai bientôt l'affaire au bureau du procureur de district pour mise en accusation. Tenez-moi informé. Chen mit fin à l'appel. Le travail avançait comme prévu. Pendant ce temps, Chloé Jefferson était assise dans un appartement qu'O'Connell avait loué pour elle, un endroit sûr, gardé jour et nuit. Elle regardait le ciel de novembre par la fenêtre et pensait à la façon dont sa vie avait changé. Il y a un mois, elle n'était personne. Elle lavait des sols, gagnait un salaire misérable, vivait dans une chambre de location, et maintenant elle était l'héritière d'une fortune massive, un témoin clé dans une affaire criminelle, une femme qui était censée être assassinée. Elle n'était pas heureuse à cause de l'argent. Pas encore, parce qu'elle savait que ce prix était le prix de la vie d'Evelyn Vance. Et ce prix l'obligeait. Les millions étaient froids et lourds, comme un héritage surdimensionné qu'elle ne pouvait pas encore porter. Son téléphone sonna. O'Connell. Madame Jefferson, comment allez-vous? Bien. Les ecchymoses guérissent. Je ne ressens plus de douleur, juste le souvenir. Bien. J'ai des nouvelles. Garrett est en détention. L'enquête rassemble les dernières preuves. L'affaire sera bientôt portée devant les tribunaux. En parallèle, l'affaire civile concernant le testament est en cours. Il y aura une décision dans un mois. Et que dois-je faire? Attendre. Témoignez lorsqu'on vous le demande, et préparez-vous à être la propriétaire légitime de tous les biens de Madame Vance après le verdict. Vous devez apprendre à assumer cette responsabilité. Chloé garda le silence. Monsieur O'Connell, et si je n'en veux pas? Et si je ne veux pas tout ça? L'argent, les maisons, les hôpitaux. J'ai peur. Je ne sais pas comment gérer ça. Cela dépasse mon imagination. O'Connell soupira. Il comprenait sa lutte intérieure. Chloé, Evelyn ne vous a pas choisi par hasard. Elle a vu quelque chose en vous que les autres n'ont pas vu. L'honnêteté, peut-être, ou simplement la bonté. Elle voulait que vous ayez une chance. Ne la rejetez pas. Prenez l'argent. Construisez votre vie. Mais rappelez-vous, vous lui avez promis de mener cela à bien jusqu'à la fin, et vous tiendrez votre promesse. Cette fortune est votre outil pour une vie meilleure, pas vos chaînes. Je me souviens. Je le ferai. C'est bien. Accrochez-vous. Ce sera bientôt fini. Chloé raccrocha et regarda la photo d'Evelyn Vance qu'O'Connell lui avait donnée, une femme d'âge moyen avec un visage intelligent et un regard ferme. Elle avait vécu une vie difficile, bâti une entreprise, perdu l'amour, puis avait été trahie et assassinée. Chloé dit doucement dans le vide, je mènerai cela à bien. Je le promets. Je compléterai votre victoire sur Paul. En prison, Paul Garrett était allongé sur son lit de camp, fixant le plafond. La vie s'était effondrée. Tout ce qu'il avait construit en 3 ans s'est effondré en un mois. Evelyn l'avait vaincu, même après sa mort. Il se souvenait de ses derniers jours, de la façon dont elle était allongée dans la chambre d'hôpital, pâle, faible, de la façon dont il lui murmurait, supposant qu'elle était inconsciente, de la façon dont il se réjouissait. Mais elle avait tout entendu, tout compris et lancé une contre-attaque dont il ne se remettrait jamais. Paul ferma les yeux. La cellule était froide et étouffante à la fois. De l'eau coulait quelque part. Son compagnon de cellule ronflait. La vie continuait, mais pour lui, elle s'était arrêtée. Il se souvint de Victoria. Elle était partie quand elle avait senti le danger. Femme intelligente. Elle a toujours été plus intelligente que lui. Elle l'avait utilisé, tout comme il avait utilisé Evelyn.
La réalisation qu'il n'avait été qu'un outil entre les mains des deux femmes était humiliante. Paul se tourna vers le mur. Demain, un autre interrogatoire, puis le tribunal, puis la sentence. 20 ans, peut-être plus. Il ne connaîtra plus jamais la liberté. 20 ans à son âge, c'était une condamnation à mort. Il sourit amèrement. Evelyne savait ce qu'elle faisait. Elle avait épargné sa vie mais avait pris tout ce pourquoi il avait vécu. C'était pire que la mort. Elle avait pris son âme en lui refusant sa cupidité. Des pas se firent entendre à l'extérieur. Les gardes amenaient quelqu'un de nouveau. La porte de la cellule voisine claqua. Paul ne bougea pas. Il s'en fichait. Evelyne avait gagné, et cette victoire était absolue. 6 mois passèrent. Le printemps arriva de façon inattendue. La ville était remplie du parfum de la verdure fraîche. Chloé Jefferson se tenait près de la fenêtre de son nouvel appartement, regardant la large rue en contrebas. L'appartement était spacieux, lumineux, avec de hauts plafonds. Son appartement, acheté avec l'argent d'Evelyne. Beaucoup de choses avaient changé au cours de ces mois. L'enquête était terminée. L'affaire de Paul Garrett a été confiée au tribunal. En parallèle, l'affaire civile concernant le testament était terminée. Le tribunal avait déclaré le testament d'Evelyne Vance légal et justifié, et avait rejeté la contestation de Garrett. Chloé était officiellement l'héritière de toute la fortune, la maison, les 3 hôpitaux privés, les 2 centres commerciaux, les espaces de bureaux et les comptes bancaires. La somme était énorme, environ 40 millions de dollars. Chloé a embauché des cadres pour les hôpitaux et a chargé des agents immobiliers de vendre certaines des propriétés. Elle ne voulait pas tout garder. C'était trop. Elle a vendu les centres commerciaux et l'un des immeubles de bureaux. Elle a gardé la maison et l'un des hôpitaux qui fonctionnaient bien et rapportaient des revenus stables. Elle a investi l'argent de la vente dans des actifs sûrs. Elle a fait don d'une partie à une fondation pour le soutien des patients atteints de cancer. Elle a utilisé une autre partie pour rembourser toutes ses dettes, celles de sa mère et de ses parents éloignés. Elle a versé à O'Connell et à son équipe des honoraires généreux, plus que ce qu'ils avaient demandé. Singleton, aussi. Elle a offert au procureur de district Chen une montre coûteuse. Il ne pouvait pas accepter d'argent, mais il a accepté le cadeau. Merci, dit Chen, en lui serrant la main. Tout le monde ne résiste pas à une telle pression. Vous êtes une femme remarquable. Vous avez mené à bien la tâche de la justice avec brio. Je n'ai fait que tenir ma promesse. C'était mon devoir. Cela vaut beaucoup, sourit Chloé. Chen partit, et elle resta seule dans le bureau d'O'Connell. Jason O'Connell lui versa une tasse de thé et s'assit en face d'elle. Et maintenant, Madame Jefferson? Je ne sais pas. Je veux vivre en paix sans crainte, sans persécution. Je veux aller à l'université, me former en tant que psychologue. Maintenant, j'en ai l'occasion. Je veux comprendre ce qui motive les gens, à la fois la cupidité et la bonté. C'est juste. Evelyne aurait voulu que vous soyez heureuse, que vous reconstruisiez votre vie. Je vais essayer. Je lui dois ça. O'Connell hocha la tête. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi. Je vous aiderai toujours. Merci. Elle termina le thé, dit au revoir et sortit dans la rue. La journée était chaude et ensoleillée. La ville vivait sa vie normale. Les gens se précipitaient au travail. Les enfants jouaient dans les cours. Les vendeurs servaient les clients dans les magasins. Chloé faisait maintenant partie de ce monde normal, et n'était plus la femme de ménage invisible. Chloé monta dans un taxi et donna l'adresse. La maison d'Evelyne Vance, maintenant sa maison, se trouvait dans un quartier calme, entouré d'un jardin. Elle entra, traversa les pièces. Tout était propre et bien rangé. La gouvernante avait pris sa retraite, mais venait une fois par semaine pour aérer et nettoyer. Chloé monta à l'étage, dans la chambre d'Evelyne. La pièce était spacieuse et lumineuse. Une photo se trouvait sur la table de chevet, Evelyne dans sa jeunesse, belle, sûre d'elle. Chloé sortit les clés de la maison de sa poche et les plaça à côté de la photo sur la table de chevet. Elle dit doucement, « Madame Vance, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. » Paul est reconnu coupable. Il a eu 22 ans. Il n'empoisonnera plus personne, ne trompera plus personne. Merci pour votre confiance, pour cette chance. Je vais essayer d'être digne de ce que vous m'avez laissé.
Cet héritage est ma deuxième chance. Elle resta là en silence, puis quitta la pièce, descendit au salon, s'assit dans le fauteuil près de la cheminée et ferma les yeux. C'était fini. Paul était derrière les barreaux. Victoria aussi. L'héritage était réglé. Les dettes payées. La vie recommençait. Chloé se souvint du jour dans la chambre d'hôpital où Evelyne l'avait appelée. Elle se souvint de ces mots, « Si vous faites tout ce que je vous dis, vous ne travaillerez plus jamais comme femme de ménage. » À l'époque, cela semblait être le délire d'une personne malade. Maintenant, c'était la réalité. Elle ouvrit les yeux et regarda la cheminée. La vie lui avait donné une chance. Evelyne lui avait donné une chance, et elle ne la gaspillerait pas. Elle utiliserait cet argent pour faire le bien et s'épanouir. Elle a gardé la maison, mais y vivait rarement. La plupart du temps, elle était dans l'appartement du centre-ville. L'hôpital était rentable. Les cadres travaillaient honnêtement. Chloé surveillait les finances mais n'interférait pas avec la gestion opérationnelle. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup à apprendre. Chloé pensait souvent à Paul. L'avait-elle pardonné? Non, mais elle ne ressentait pas non plus de haine, seulement de l'indifférence. Paul était le passé, avec la vie où elle lavait les sols et vivait au seuil de la pauvreté. À l'automne, Chloé s'inscrivit à l'université en psychologie. Elle voulait étudier les profondeurs de la nature humaine pour comprendre comment la méfiance et la cupidité pouvaient naître chez un homme comme Paul. Et en même temps, elle retourna à la maison d'Evelyne. Elle traversa les pièces, s'arrêtant près de la chambre. Elle entra, s'assit sur le bord du lit et regarda la photo. Madame Vance, 1 an s'est écoulé. J'y suis arrivé. J'ai appris à vivre avec cet héritage, je ne l'ai pas gaspillé, je ne suis pas devenue folle avec l'argent. Paul est incarcéré, purgeant sa peine. Victoria aussi. Tout comme vous le vouliez. Merci pour votre confiance, pour cette chance. Votre vengeance a été ma renaissance. Elle se leva, quitta la pièce et ferma la porte doucement et avec soin. La vie continuait. Sans vengeance. Sans haine. Juste la vie. Et c'était la meilleure chose que Chloé pouvait faire, vivre avec dignité et honnêteté en mémoire de la femme qui lui avait tout donné. Evelyne Vance avait gagné, non pas par la violence ou la malice, mais par l'intelligence, le calcul et la croyance en l'existence de la justice. Paul avait payé pour chaque dose de poison, pour chaque mensonge, pour chaque seconde où il avait regardé sa femme mourir. Et Chloé avait eu une chance, et elle a bien utilisé cette chance. Je suis vraiment heureuse que vous soyez ici et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous avez aimé, montrez-le moi en aimant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Voyons combien nous sommes. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est. Je suis tellement curieuse de savoir d'où vous vous connectez tous, merveilleux. Si vous souhaitez me soutenir un peu plus, vous pouvez également envoyer un petit don. Je partage de nouvelles histoires de vie pour vous chaque jour. Et maintenant, 2 de mes histoires les plus populaires apparaîtront à l'écran pour que vous puissiez choisir quoi regarder ensuite.